Merci à tous, merci d'être là. On est là, comme vous le savez, c'est pour présenter les résultats de 2022. Les résultats 2022 que vous n'allez pas tarder à découvrir. Et ça passera par une petite introduction, la revue des principaux événements de l'année. Troisième point serait l'arrêté des comptes et enfin, on finira par les perspectives et questions-réponses à la fin. Une année, comme vous le savez, très difficile, une année très perturbée, une année avec une inflation folle, ce qui nous a amené, vous allez le découvrir, à investir énormément dans les prix à travers notre marge. On va voir ça tout à l'heure. Le groupe a démontré sa capacité d'adaptation, de réactivité. On a été très réactif dans un contexte perturbé et imprévisible. On a aussi poursuivi cette année notre niveau d'investissement. Notre niveau d'investissement est resté avec plus d'1 milliard de dirhams d'investissement. Donc, création d'emplois aussi, plus de 1000 emplois créés, malgré toutes les tensions économiques dont je viens de parler. On a aussi poursuivi nos efforts en politique RSE, insertion socio-économique de personnes handicapées, réduction de l'empreinte carbone, lutte contre le gaspillage alimentaire avec une belle solution digitale, la promotion des achats locaux. On a continué à déployer notre convention qu'on a signée avec notre ministère du Commerce, le ministre du Commerce. Et l'emploi, j'en ai parlé, plus de 1000 postes d'emploi créés. Et un peu partout au Maroc, dans des territoires, vous allez le voir, éloignés du centre et du cœur du Maroc. Les principaux événements et faits marquants de l'année, c'est, encore une fois, l'inflation, je viens d'en parler, mais l'expansion, le développement, l'ouverture des points de vente, 19 ouvertures sur cette année, qui a porté notre parc de magasins à 155. Le lancement et notre OPCI, le véhicule de financement de l'investissement français qu'on a créé cette année, le dispositif anti-inflation pour donner du pouvoir d'achat à notre client, e-commerce et notre transformation digitale à travers la Belle Factory. Cette transformation, là aussi, on va s'arrêter un bon moment là-dessus pendant la presse pour vous parler de tous les projets qu'on a lancés. Il y a 17 squads, 17 équipes dédiées au projet avec 130 collaborateurs. Une stratégie donc RSE avec l'action sociale et environnementale, avec des conventions que vous allez découvrir aussi signées avec les différents ministères, que ce soit commerce, que ce soit l'enseignement supérieur. Et enfin, très belle action dont on est fier, c'est l'augmentation de capital réservé à nos salariés. Expansion du réseau, donc 2022, on va découvrir le nombre de magasins. Il est passé à 155 en partant d'un chiffre de 136, 19 ouvertures et une surface de 247 575 mètres carrés aujourd'hui en partant de 232 360 mètres carrés. Les Carrefour Market ouverts en nombre de 17 sur Casablanca, Ville Verte, Casa Derwa, Casa Insbe, Casa Hassan Srel, Casa Mel Sultan, Casa 2 Mars, Casa Gironde 2, Casa 11 Janvier, Casa Bouskoura Victoria, portant le nombre de magasins ouverts sur Casablanca à 9. Ensuite, Kinitra,
un magasin Kinitra, un magasin à Rabat, Mehdi Ben Barka, sur l'avenue Mehdi Ben Barka. Ensuite, Marrakech, Abdelkrim El-Khattabi, Marrakech Messira 3, Tanger, Tétouan, Fès, 2 sur Fès. Et enfin, El Jadida, c'est le dernier market ouvert, le Athman Ben Affan à El Jadida. Donc vous avez vu que, vous avez remarqué qu'on a renforcé notre capillarité sur Casablanca avec 9 magasins supplémentaires. Je crois, Hafed, on doit être un nombre de 60 magasins sur Casa. Yak, 60 magasins sur Casablanca aujourd'hui. Et Marrakech aussi, 2 magasins, c'est une bonne présence sur Marrakech. Ça fait je crois que ça fait de nous le premier en nombre de magasins en tout cas, et la présence de tous les formats sur Marrakech. Le Nord aussi, Rabat, Tanger et Tétouan. Et enfin, le dernier magasin ouvert, c'est ça, c'est Atacado sur Casablanca, Oqba. Je passe la main à Amine pour nous parler de Teramis. Teramis, oui, autre événement qu'on a connu au cours de cette année, au cours de l'année 2022. Teramis est une autre entité foncière qui a été créée en 2022, un peu à l'instar d'Aradé, pour ceux qui connaissent. Et Teramis a été créée au cours de l'année 2022 et a pu bénéficier au cours du deuxième semestre de l'apport de 19 biens qui étaient portés initialement par l'entité La Belle Vie, portés à Teramis au cours de ce deuxième semestre, 19 sites à une valeur, 19 sites opérationnels à une valeur totale d'1,245 milliard de dirhams. Bien sûr, avec cet apport-là, Teramis et le groupe La Belle Vie a pu réaliser une plus-value de l'ordre de 245 millions de dirhams et accompagné aussi par la distribution d'un dividende exceptionnel au cours du mois de décembre dernier de 200 millions de dirhams. La création de Teramis s'inscrit dans la stratégie de financement du groupe. Elle permet de renforcer les équilibres financiers du groupe La Belle Vie aujourd'hui avec un taux d'endettement qui reste relativement maîtrisé et bas, à 50% du total des financements permanents. La création de Teramis et cette stratégie de séparer l'activité de distribution de l'activité de gestion foncière et immobilière permet aussi de valoriser ce patrimoine foncier et immobilier en le logeant dans une entité à part, permet accessoirement de bénéficier des avantages fiscaux liés aux OPCI, notamment en termes de distribution de dividendes, et permet enfin une meilleure lisibilité de nos comptes. On va voir tout à l'heure, bien sûr, la stabilisation de nos équilibres financiers et l'apport de ces équilibres financiers par la création et la scission entre les deux et la séparation entre les deux activités, avec un taux d'endettement maîtrisé à 50% et un résultat financier qui est positif à plus 17 millions de dirhams. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, je prends la parole pour vous parler dispositif anti-inflation. Rachid en a parlé un petit peu tout à l'heure en mettant le contexte dans lequel nous avons démarré l'année en 2022. Déjà, dès fin 2021, nous avions vu les prémices de l'inflation. Et donc, rapidement, dès 2022, nous avons mis en place tout un dispositif qui était basé sur 2 grands axes. L'un sur la politique commerciale, l'autre sur la disponibilité des produits. Donc, on a renforcer notre politique commerciale dès le début de l'année. Bien sûr qu'on a continué à faire comme d'habitude, c'est-à-dire nos prix sont restés comme d'habitude compétitifs et nos niveaux promotionnels aussi, mais on a rajouté à cela 2 nouvelles initiatives qui là ont touché le prix et et là on parle d'un investissement de plus de 100 millions de dirhams sur donc 2 initiatives. La première, c'est dès le début de l'année, quand les prix de ce qu'on appelle dans notre jargon le marché, c'est-à-dire les fruits et légumes et la viande ont commencé à exploser. On a consciemment décidé de faire des baisses de prix et que l'on a maintenu tout au long de l'année de manière à vraiment aider nos clients et aider à leur pouvoir d'achat. Donc, première très grosse opération, nous avons lancé dès février 2022. Deuxième grosse opération, c'est sur notre pricing permanent, c'est-à-dire nos prix de tous les jours,
où là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons lancé ce que l'on appelle chez nous les prix imbattables, c'est-à-dire nous sommes engagés sur 600 produits du quotidien, 600 produits de première nécessité, sur lesquels nous sommes les plus compétitifs du marché. Et ces prix imbattables, vous les retrouvez dans nos magasins, ils sont signalés en rayon. Et nous avons lancé ça en mars. Et bien sûr, nous sommes toujours en train de continuer cet effort. L'autre deuxième sujet, c'était la disponibilité. Il fallait vraiment nous assurer qu'on avait les produits dans les magasins. Donc, 2 grandes initiatives sur lesquelles nous avons travaillé. La première, c'est d'assurer nos niveaux de stock, s'assurer que nos produits permanents, ceux qui peuvent être à risque de rupture, notre niveau de détention est important et donc nous avons augmenté nos niveaux de stock de manière à favoriser la détention dans nos magasins. Et le deuxième travail que nous avons fait, c'est de diversifier notre politique de sourcing de manière à essayer de retarder au maximum les effets de l'inflation et donc les augmentations de prix. Donc inutile de vous dire que pour 2023, nous allons continuer, puisque vous savez tous que le contexte est toujours très inflationniste, donc vous pouvez déjà savoir, que vous avez déjà dû voir que nous avons continué à investir dans les prix du marché. Nous sommes en pleine campagne Chaban-Ramadan, où nous sommes aussi en train de faire de très gros efforts promotionnels, de manière à vraiment continuer à faire de notre mieux pour soutenir le pouvoir d'achat de nos clients. À titre d'exemple, la tomate. Attends. À titre d'exemple, la tomate aujourd'hui chez nous est à 4,50. 4,50. Quand sur le marché, elle est à plus de 9. Ouais. Oui, ça c'est un exemple concret. Et aussi ce qui est très intéressant, c'est que l'on a vu que les acteurs autres suivaient, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti pour essayer de pousser. C'était notre initiative et on a vu que les autres acteurs nous suivaient et que donc on permettait tous ensemble à réduire réduire un petit peu en tout cas les effets de l'inflation. Je passe la main à Nawel. Je vais essayer de vous prendre par la main sur la transformation digitale et un peu c'est un projet qui nous tient à cœur. Je pense que mes collègues ont présenté un peu le contexte opérationnel de l'année, mais tout en parallèle, c'est un groupe qui tient aussi à préparer son futur. Donc c'est important pour nous pour prendre le chemin de la transformation digitale. Et c'est important de prendre, je dirais, le chemin de nous transformer. Nous sommes un retailer de pratiquement 14 milliards de dirhams. Si on prend notre taille et on se compare un peu partout dans le monde, on peut dire que nous sommes un retailer moyen dans le monde du retail international. Donc on travaille aujourd'hui nos standards et toute notre façon de faire pour ne rien envier à n'importe quel retailer dans le monde et c'est le chemin qu'on a pris. Donc la Digital Factory, quelques chiffres et j'expliquerai un peu le principe. Donc on a recruté 130 personnes. La moitié sont des gens de tech, des gens de IT, data, donc la moitié de cette population, c'est des gens qui sont en train de un peu nous aider à travailler sur des projets spécifiques, et je citerai quelques exemples, pour nous ramener la meilleure valeur, pour que ce client reste au centre, qu'on lui ramène la meilleure data, qu'on ramène la meilleure finalement décision dans le système à travers toute la connaissance client qu'on est en train de construire à travers ce travail. C'est quand même 17 projets. Donc, à titre d'exemple, des projets dans la Digital Factory, ça peut être un projet très tech où on revoit un peu la maison de telle façon qu'elle prend les bâtiments qu'on est en train de construire à travers le développement, mais aussi des produits comme la fidélité qui est tout de suite à Marrakech et qui va se déployer d'une façon nationale, un e-commerce est aussi un deuxième exemple, et pas que, aussi tout ce qu'on peut transformer dans la machine opérationnelle. Donc, par exemple, quand vous rentrez dans le magasin, ce que vous attendez, c'est que votre produit soit à la bonne place, au bon prix, avec le bon, je dirais, chemin. Tout le travail derrière, c'est de ramener justement cette expérience client pour qu'elle soit la plus standard possible et la plus homogène pour que ce client continue à trouver justement ce chemin de produit. Derrière, bien sûr, c'est des nouveaux métiers qu'on a intégrés dans notre monde. Des data scientists, des gens qui font de la tech, des gens qui font de la data, des gens qui font du business analyst un tout petit peu advanced. Donc, beaucoup de métiers aussi qui ont intégré notre monde. Et ça veut dire aussi beaucoup de travail de culture et de travail, je dirais, d'intégration de ce monde digital dans notre opération. On a fait le choix que cette transformation soit au cœur de la machine parce que le but à la fin, c'est que notre client voit l'effort de ce travail dans notre quotidien, dans le magasin, à travers la disponibilité, à travers l'expérience client. Et derrière, bon, quelques chiffres en disant qu'on travaille aussi avec le framework qui est très connu, l'Agile. Donc, ça veut dire que c'est des équipes multifonctionnelles qui prennent un sujet et qui montent ce sujet, le décortiquent à travers des petits
qui nous ramène finalement à résoudre la problématique d'une façon itérative et d'une façon agile dans le temps pour finalement répondre à notre problématique business qui est définie à travers les questions métiers et à travers notre vision du groupe. Ça parle à tout le monde, c'est l'e-commerce. Nous avons aujourd'hui 2 produits de e-commerce. Nous avons ce qu'on appelle chez nous le e-express. Donc c'est aujourd'hui une livraison en 30 minutes, on le fait à travers Glovo. C'est une livraison de 30 minutes, vous passez votre commande. Quand vous rentrez, c'est pratiquement 3500 références, où vous pouvez aussi trouver votre viande, votre fruit, votre légume, pour justement répondre aux besoins de clients qui aux alentours et avoir sa livraison au bout de 30 minutes. Oui, il y a du poisson, il y a de la viande, il y a du poulet, donc de l'express aujourd'hui. Et le frais représente une bonne part de ce business dans l'express. Les gens en continuent leurs habitudes de consommation, on le voit se refléter aussi dans la livraison express. Et puis il y a un deuxième modèle de livraison, c'est le modèle grande course. Grande course, vous rentrez, c'est Bringo, on l'a appelé Bringo. Pour le mot en anglais, c'est Bring and Go. Donc on a récupéré un peu de notre groupe Carrefour, c'est quelque chose qu'on a récupéré. Et l'idée derrière, c'est 2 choses. Un, c'est que vous planifiez vos grandes courses, mais surtout que vous le faites à travers quelqu'un. Donc il y a un personal shopper aujourd'hui dans le système qui communique avec vous, qui répond à vos besoins et qui essaye de aussi humaniser cette relation. Vous voulez des bananes pour aujourd'hui, vous voulez l'avocat pour demain, bah, quelque part il en prend compte et puis vous avez vos fruits, vos légumes, votre façon de couper votre viande pour justement essayer de faire les courses à votre place tout en restant chez vous. Et tout ça bien sûr dans une stratégie d'omnicanalité. Quand je suis client de Carrefour, je suis dans le magasin Carrefour Express, dans le magasin gourmet, dans le magasin hypermarché ou dans un Carrefour classique. Quelque part, je suis servi de la même façon dans le magasin ou en dehors du magasin. Donc c'est ça un peu l'idée derrière, c'est de continuer à finalement renforcer nos services pour nos clients pour qu'ils soient servis dans le contexte marocain aujourd'hui comme ça se passe un peu dans tous les pays développés où ce chemin, l'omnicanalité a pris son chemin. Juste à titre de précision, Bringo, il a quelques mois, il est aujourd'hui à Casablanca, à Rabat, bientôt à Marrakech, et ça continuera ce chemin sur les autres villes. Très important, et on a voulu faire un zoom sur cette augmentation de capital, parce que pour nous, c'est au-delà de juste, je dirais, augmenter le capital et réussir une opération commerciale, c'est un état d'esprit du groupe pour fidéliser, pour attirer finalement les meilleurs talents. On a recruté 130. On n'aurait pas pensé intégrer des gens comme ça il y a quelques années dans le métier de retail d'une façon générale. Donc on se modernise et on est en train d'attirer des talents d'horizons différents. Et c'est important qu'on est capable d'attirer ces talents à travers des programmes comme ce programme-là, mais aussi de fidéliser. Donc nous sommes un groupe qui est très connu pour la promotion interne. Donc on est en train de fidéliser nos groupes et nos employés et les faire grandir dans la machine, tout en intégrant dans un contexte de croissance, soit de nouveaux métiers, soit de nouveaux talents dans notre groupe. Et donc avoir aujourd'hui un état d'esprit où on partage quelque part le gain, on rend nos employés aujourd'hui actionnaires avec nous, ça reflète un peu qui nous sommes et qu'est-ce qu'on voudrait faire un peu du chemin parcouru avec nos employés. Donc c'était une initiative et je remercie dans ce forum le conseil d'administration et les actionnaires du groupe de nous permettre de réussir ce programme. Ça a touché 404 aujourd'hui qui sont actionnaires et ce n'est que le début d'une belle expérience qu'on a envie de renouveler dans les prochaines années, toucher une population un peu plus large pour continuer à fidéliser et faire grandir nos talents. Parce que c'est ce qui fait la force, on va dire, des groupes comme nous. On recrute aux alentours de 1000, c'est ce qu'a dit M. Hadni. Et donc, on continue toujours à attirer, surtout fidéliser, faire grandir nos hommes, nos femmes dans le système. Donc, j'essaie de résumer un tout petit peu la stratégie RSE. Ça s'impose aujourd'hui de prendre le chemin citoyen. Donc, notre stratégie, déjà, c'est important de dire qu'on a signé une charte. Donc, on a déployé aujourd'hui une politique environnementale il y a quelques mois où on a pris l'engagement de quelques éléments importants. Je vais essayer ici de juste résumer les quelques réalisations de 2022.
Le premier chapitre se fait autour de l'empreinte carbone. Donc, on a signé une convention il y a quelques mois autour de la qualité d'air qui aujourd'hui nous engage à prendre le chemin de réduire les émissions de gaz. Donc, une des réalisations, c'est qu'aujourd'hui, on a commencé à mettre en place des bilans dans les 8 sites pilotes, mais on est en plein déploiement dans le Total Park, mais aussi dans la machine en amont, en point de transport. Aujourd'hui, on a pu dégager 15% de réduction d'émissions de gaz, mais surtout mettre les process pour tacler ces types de pertes et mettre justement un système d'amélioration continue pour répondre à un besoin citoyen aujourd'hui, c'est de réduire l'émission de gaz autour de toute notre chaîne de valeur. Le deuxième sujet qui est lutte contre le gaspillage, et ici il y a 2 points dedans. Il y a un point aujourd'hui, dans le frais, il y a des variations de vente et je dirais dans le quotidien. Et donc c'était important pour nous pour mettre au point un système, et pour les gens qui ont voyagé à l'étranger, vous devez connaître le Coda Bene, donc c'est un système international anti-gaspillage qu'on a ramené au Maroc, on a mis en place une forme de collaboration pour réduire tous les produits à DLC courte dans le magasin où ça arrive à échéance. Donc on met derrière une réduction, un traquage spécifique pour vendre, mais derrière aussi s'engager à offrir ce qui reste de ces produits dans l'associatif pour créer aussi une initiative avec nos associations au lieu de juste jeter ces produits-là. Donc c'est en plein dedans, quelques pilotes se sont déployés, la promotion aujourd'hui est installée d'une façon consistante, tout le travail associatif, on est en plein dedans pour agrandir finalement l'impact d'un groupe comme nous sur le système associatif par ville. Nous sommes présents dans 29 villes, imaginez qu'on arrive à un peu finalement fédérer et aider toutes les associations locales, ville par ville, pour pouvoir les engager avec nous dans ce chemin. Le photovoltaïque, on a fait d'abord un site pilote qui est à Takado Meknes et on est sur le déploiement de 3. Lesquels à Rachid? Ils sont à l'étude actuellement. À l'étude. Sur une sélection de 5 projets, sur 5, on va prendre 3 headlines. On va continuer avec ça. En fait, c'est quoi? C'est nos grands formats comme Atacado ou les hyper. Comme nous avons de très très grandes surfaces, on a sur le toit, on a 10 000, plus de 10 000 mètres carrés qu'on couvre par les panneaux photovoltaïques. Et on va aller aussi sur les parkings, couvrir nos parkings par des panneaux. D'une part, ça rafraîchit, enfin ça couvre, ça protège de l'ensoleillement, et en même temps, on va pouvoir produire de l'électricité. Et sur le volet RSE, le côté social est très important. Et donc là, il y a une convention que Sihedni avait citée tout à l'heure, on a signé une convention pour intégrer des gens handicapés dans notre machine. Aujourd'hui, nous avons 11 employés qui font le bonheur de beaucoup de gens dans les magasins, parce que paradoxalement, c'est des gens qui ramènent beaucoup de bonheur autour d'eux. Donc, c'est des gens connus très très jovial. Et ça apporte beaucoup je dirais, de plaisir autour. Donc, il y a cet élément qui est important. Et puis, surtout, ils sont très acceptés et on continue le chemin. Je pense qu'on est parmi les rares entreprises qui a envie de continuer ce chemin d'intégrer ce type de population pour qu'ils puissent aussi avoir droit au travail, avoir droit à avoir un chemin d'évolution professionnelle. Donc, c'est une initiative qui nous tient vraiment à cœur. La deuxième chose, vous l'avez cité, c'est Rachid, c'est la promotion des achats locaux. Donc, nous avons aujourd'hui une convention avec le ministère de Commerce et d'Industrie pour acheter au maximum en local et aussi convertir ce qui s'achète à l'étranger en local quand on peut, pour créer de la substitution. Donc, on est en plein dedans, on est en ligne avec ce qu'on avait convenu dans ce cadre. Juste à titre d'information, nous avons 95 de produits qui sont locaux. Donc, la quote-part des produits importés reste petite, même si ça donne l'impression, quand on est Carrefour et qu'on a aujourd'hui nos marques propres et pas mal de produits, ça reste relativement minime dans notre quote-part d'achat et de vente dans notre système. Donc, ce Made in Morocco pour nous est une stratégie à part entière dans le sourcing, dans la visibilité de nos produits, et aussi de promouvoir derrière aussi les produits de terroir, mais pas que, aussi exporter nos marques marocaines à l'étranger. Donc, nous avons la chance d'avoir des
des sœurs, on va dire, dans le groupe, on utilise pour exporter. Donc la Côte d'Ivoire en est une, la France en est deux, pour aussi mettre en valeur nos produits marocains et être un acteur actif dans l'export de nos produits made in Morocco. La troisième rubrique dans ce travail social, c'est important de comprendre que nous sommes un grand consommateur d'hommes et de femmes, et donc les former et les mettre finalement prêts à donner des résultats est très important pour nous. Donc il faut voir qu'on a, je dirais, deux populations. Il y a une population opérationnelle, il y a des métiers comme la boucherie, comme la fromagerie, où on a des conventions d'alternance, et on a porté ces différentes conventions dans différentes villes dans un cadre de conventions ministérielles pour activer un peu ce travail et aussi influencer le contenu de cette formation dans les différentes écoles marocaines et poursuivre le chemin d'intégrer des gens qui sont capables finalement de donner des résultats et qui créent de la valeur et pour eux et pour l'entreprise. Le deuxième, je dirais, la deuxième convention qu'on a signée aussi, on a signé deux grandes conventions, une avec l'EMSI et la deuxième avec l'école Mohamedia, l'école polytechnique Mohamed VI, pour justement aussi promouvoir les nouveaux métiers. Et donc travailler aussi sur l'innovation, parce qu'il y a plein de nouveaux sujets qu'on découvre au Maroc. Donc on a la chance d'avoir une très belle école et d'avoir des cadres, d'avoir des encadrants, d'avoir de l'innovation et d'avoir des sujets qu'on peut utiliser en collaboration. Intégrer aussi des jeunes de ces écoles dans notre Digital Factory, mais pas que, on a d'autres métiers en interne qui permettent d'absorber ce type de talent et aussi continuer à finalement avoir un laboratoire à notre disposition pour toujours être à jour et être au point dans le monde retail par rapport à différentes innovations qui existent un peu partout. Et le dernier élément, c'est le recrutement de 1000 personnes. Tout ce travail, c'est le travail net. Donc net, si j'enlève ce qu'on a perdu, ce qu'on a gardé, on a un peu gardé dans la machine plus de 1000 personnes sur 2022. Et ça, c'est en lien avec le développement, en lien avec nos projets stratégiques. Et ce chemin continuera à se répéter sur 23, je suis certaine, avec plus de chiffres, parce qu'il y a plus de plans en termes d'ouverture sur 23. Je passe la main à Amine pour les comptes consolidés. Compte 2022. Je voudrais d'abord commencer par dire que c'est avec une grande fierté qu'on va vous présenter les comptes de l'année 2022. Une grande fierté, sans revenir à tout ce qui a été dit jusque-là. Nous pouvons aujourd'hui constater que cette stratégie commerciale qui a été déployée au cours de l'année 2022 et qui consistait à réduire au maximum l'effet de l'inflation, parce qu'on a connu une grosse année d'inflation, qui consistait aussi à mettre en place une politique sourcing de manière à assurer la disponibilité des produits en permanence, a permis non seulement justement de réduire l'effet de l'inflation sur nos concitoyens, sur nos clients, mais aussi a été très porteuse aussi en termes de résultats, et notamment en termes de volume de vente qu'on va constater. Voilà, nos volumes de vente qui ont progressé de pratiquement 20%, 19% d'augmentation des volumes de vente, 19% de progression du chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires est passé de 11,7 milliards à quasiment 14 milliards de dirhams au cours de l'année 2022. C'est 19% de progression et c'est plus de 2 milliards d'augmentation de notre chiffre d'affaires sur l'année 2022. On peut aussi constater que nos résultats ont progressé, 19% de résultats d'exploitation qui est passé de 631 millions à 752 millions. Notre résultat courant a aussi été bonifié de 20% et notre résultat net est passé de 417 à 762 millions de dirhams. Le résultat net a aussi profité de cette plus-value dont on a parlé tout à l'heure qui était liée à l'apport des biens à Teramis. Voilà juste pour dresser un premier topo. Si on veut rentrer plus dans le détail, notre CPC se présente comme vous pouvez le constater. Un résultat courant, c'est la ligne du milieu qui a été bonifié de 125 millions de dirhams, en passant de 643 millions à 769 millions. On a pu stabiliser nos ratios de rentabilité en termes de résultats courants, 6,1% des ventes, et profiter au maximum de l'effet d'augmentation des volumes pour gagner 125 millions de dirhams supplémentaires sur nos résultats courants. Les principaux agrégats, on a notre chiffre d'affaires, essentiellement composé de ventes de marchandises, qui a gagné 18% en passant de 10,6 milliards à 12,5 milliards. Notre marge brute a pu
rester à son niveau de l'année dernière en termes de ratio. Et puis notre résultat d'exploitation qui a été bonifié de 121 millions de dirhams en gagnant 0,1 point par rapport à l'exercice précédent. On peut, et on va revenir dessus, notre résultat financier a aussi s'est aussi amélioré malgré l'investissement dont on a parlé qui était de l'ordre d'à peu près 1,2 milliard de dirhams. Notre résultat financier est passé de 12 millions à 17 millions de dirhams au cours de l'exercice 2023. Nous allons revenir sur ces principaux agrégats, à commencer par nos volumes d'activité, donc nos ventes, on disait, qui ont augmenté de 1,933 milliard de dirhams, c'est le petit tableau que vous avez en haut. Tous nos formats d'activité ont vu leur vente progresser. La plus grosse progression est venue du format Atacadao. Le format Atacadao, qui représente aujourd'hui 34% de nos ventes, a vu ses ventes progresser de 24%. 17% à périmètre constant, donc c'est un vrai succès que notre format Atacadao a connu. Les deux autres formats aussi ont connu des progressions relativement importantes. Notre Carrefour, le format Carrefour qui compte aujourd'hui 12 points de vente avec 27% des volumes de vente, a aussi vu ses ventes progresser de 13%, 10% à périmètre constant. Et le format des supermarchés qui représente 35% de nos ventes, avec 115 magasins, a vu ses ventes progresser aussi de 13%. Carrefour Market a beaucoup profité des ouvertures qui ont été réalisées, qui étaient essentiellement des markets. 19 ouvertures, comme on l'a vu tout à l'heure, dont 18 qui concernaient le segment market, qui nous a permis d'augmenter énormément la capillarité du groupe et sa présence dans les villes marocaines. Et ce format a pu aussi profiter de ces ouvertures, en plus d'une progression de ce périmètre constant de 2%. Ce qui est intéressant à signaler aussi, Amine, c'est que notre multiformat s'équilibre. On voit que Atacadao contribue à 34%, Carrefour à 27% et Carrefour Market à 35%. Et je tiens à rappeler que Carrefour, le premier magasin Carrefour a été créé en 2009. Alors qu'on était déjà sur plus d'une trentaine de magasins market. C'est relativement récent. Et Atacadao, c'est 2014, au cours de 2014. C'est la transformation des magasins métro qui a été faite en 2014 et finalisée en 2014. Là aussi, c'est quelque chose d'assez récent. Et aujourd'hui, on se retrouve avec les trois formats. Et c'est équilibré en termes de contribution, et ça c'est très très important, et c'est ça qui nous a permis de faire face à des crises, celle-ci d'abord, inflationniste, mais celle du Covid aussi, où cette fois-ci, pendant le Covid, c'était plutôt Market qui a tiré son épingle du jeu, et là on se retrouve avec plutôt Atacadao, et ça, cette stratégie du multiformat, et avec les trois formats qui marchent, nous permet de faire face d'abord à n'importe quelle crise, mais aussi à répondre aux besoins de notre client là où il est, là où il se trouve, avec n'importe quelle particularité, on arrive à avoir la bonne réponse, une réponse assez chirurgicale même, je dirais. Parce que même dans les supermarchés, on se retrouve avec des clusters, mais je voudrais pas aller plus dans le détail. Pour continuer sur les autres agrégats, on peut constater aussi par rapport à nos marges, une baisse de notre marge directe, conséquence de cette politique d'investissement sur nos marges pour répondre aux besoins de notre clientèle et leur présenter les prix, en tout cas les plus bas possibles dans le contexte dans lequel on vivait. Donc notre marge directe est passée de 12,2% à 11,7%. Il y a deux choses à signaler par rapport à ce sujet-là. C'est qu'autant nous avons vu nos ratios de marge directe baisser parce qu'il y avait une politique spécifique et spéciale mise en place en 2022 qui va continuer d'ailleurs en 2023, autant en valeur absolue, bien sûr, cette marge directe a pu être bonifiée de 13%. Ce que vous voyez sur le graphe de gauche,
La marge directe qui était de l'ordre de 1,3 milliard en 2021 est passée à 1,469 milliard au cours de l'exercice 2022. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, important aussi, c'est qu'on a réussi à récupérer ou atténuer l'impact de cet investissement marge par un meilleur sourcing, une meilleure négociation en amont, pour finir avec une marge brute quasi en ligne avec son niveau de l'exercice précédent, une marge brute qui est de l'ordre de 22,7%, alors qu'elle était de 22,8% sur l'exercice précédent. Voilà, merci. Après la marge, on a nos résultats d'exploitation, une belle progression aussi. Les volumes, les marges qu'on va voir, ajoutons à cela aussi une bonne politique de maîtrise de charges, d'optimisation de charges. Nous avons aussi évolué dans un contexte où nos charges de fonctionnement pouvaient être impactées aussi par l'inflation. Nous avons réussi à stabiliser les charges et le ratio des charges de fonctionnement dans le groupe en 2022 par rapport à 2021. Deux choses importantes peut-être à signaler à ce niveau-là, c'est que le métier qu'on exerce aujourd'hui nous impose aussi d'être très très vigilant sur notre politique et sur la maîtrise des charges de fonctionnement. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on continue de faire sur n'importe quel contexte. Il était très très important pour nous de ne pas répercuter les effets d'augmentation des charges de fonctionnement à la clientèle. Pour ne pas avoir à impacter nos prix de vente par rapport à la hausse des charges de fonctionnement. Deuxième chose importante, c'est qu'en ayant réussi à augmenter nos volumes de vente, on l'a vu tout à l'heure, et notre chiffre d'affaires de 2,2 milliards, ça crée un potentiel important de réaliser des économies d'échelle sur nos charges. On a des charges centrales, on a des charges logistiques. Plus nos volumes d'activité sont importants, plus on a cette possibilité de diluer les charges centrales, logistiques et même les charges fixes qui sont au niveau du magasin et de pouvoir maîtriser nos ratios de charges. Chose qu'on a réussi à faire au cours de cet exercice 2022 où nos charges de fonctionnement sont restées à leur niveau de 2021 à 13%. Et ceci malgré l'augmentation du coût du transport qui a explosé. Notre résultat financier, on le disait tout à l'heure, un résultat financier qui s'est amélioré de 35%, passant de plus 13 millions de dirhams à plus 17 millions de dirhams. Le résultat financier est la conséquence de cette stratégie de financement qui a été mise en place et tout le dispositif de financement qu'on a mis en place. On a parlé d'abord d'un préalable pour nous et d'un premier maillon de cette stratégie qui était de séparer notre activité de distribution de l'activité de gestion foncière immobilière. Nous avons aussi tout un dispositif d'optimisation des charges de fonctionnement pour réduire leurs coûts. Et on a aujourd'hui la quasi-exclusivité de notre endettement qui est destinée à financer notre activité foncière et immobilière à travers deux filiales, Teramis et Aradé. Mais c'est des participations qui sont aujourd'hui porteuses de dividendes, ce qui nous permet de faire plus qu'équilibrer notre résultat financier et d'avoir un surplus et un résultat financier positif à plus 17 millions de dirhams. Nous sommes très très vigilants aussi par rapport à nos taux d'endettement. Notre taux d'endettement ne dépasse pas aujourd'hui les 50% du total du financement permanent du groupe. On l'a vu tout à l'heure, on a réaliser un résultat net qui est en progression de 83% à 762 millions de résultats nets, qui est la conséquence de tout ce qu'on vient de voir, augmentation des volumes d'activité, maîtrise des marges par cet effet de compensation entre la négociation en amont et l'investissement marge, la maîtrise des charges, le résultat financier qui est positif et in fine aussi un résultat non courant dû à cette plus-value sur les apports de nos actifs à Teramis, qui permet aujourd'hui de sortir avec un résultat net en hausse de 83% par rapport à 2021 pour s'établir à 762 millions de dirhams. Quelques indicateurs bilanciels pour dire d'abord
que notre trésorerie est restée à peu près à son niveau de l'exercice précédent. On était à 836 millions, c'est la dernière ligne, 836 millions de dirhams de trésorerie au 31 décembre 2021, 802 millions de dirhams au 31 décembre 2022. Notre trésorerie est restée stable malgré un investissement, vous le voyez sur la partie IMO, un investissement de l'ordre de 1,2 milliard. En net, c'est 824 millions de dirhams d'augmentation de nos immobilisations. Tout cela a pu être financé grâce à une maîtrise de nos indicateurs BFR. Cela aussi a été réalisé grâce à une bonne gestion de notre endettement. Notre dette a augmenté de 300 millions de dirhams. En ligne avec l'augmentation des fonds de roulement, nous pouvons constater que la hausse des résultats à travers ces performances opérationnelles, mais aussi à travers nos résultats non courants, ont permis de financer une bonne partie de ces investissements-là. Nous avons réussi aussi à distribuer 400 millions de dirhams de dividendes, 400 millions de dirhams avec 200 millions de dirhams distribués au mois de septembre sur le dividende normatif, et puis un dividende exceptionnel au mois de décembre, suite à l'apport des biens à Teramis, qui fait un total de 400 millions de dirhams de dividendes distribués, et puis l'augmentation de capital, d'en parler Nawal tout à l'heure, de 180 millions de dirhams qui étaient réservés et dédiés aux salariés. Voilà. Alors pour cette année 2023, on va évidemment continuer à développer, à ouvrir des magasins. Donc on va même mieux faire, on va accélérer le nombre de ces ouvertures. On va aller sur une trentaine de points de vente pour l'année 2023. On va poursuivre la transformation digitale et donc le déploiement de cette feuille de route. On va poursuivre et même accentuer la mise en place du dispositif anti-inflation qui a d'abord donné de bons résultats pour le groupe en termes de volume d'affaires, mais surtout aider et donner du pouvoir d'achat à notre client. Et enfin, notre conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale la distribution d'un dividende de 250 millions de dirhams au titre donc de cet exercice 2022, ce qui fait 86,36 dirhams par action. Merci, on va passer au... Bonjour. Pardon? D'accord. Alors j'ai une question d'abord par rapport à votre stratégie de croissance organique. Quelles sont vos perspectives en termes d'ouverture par type de magasin pour l'année 2023? Est-ce que ce rythme d'ouverture agressif devrait se poursuivre pour les années à venir? Et par la même occasion, si on peut avoir aussi l'enveloppe des CAPEX que vous comptez mobiliser pour 2023. Et j'aurais peut-être une autre question, comme vous avez parlé tout à l'heure de votre stratégie d'externalisation foncière. Envisagez-vous d'autres cessions au fonds Teramis en 2023? Si c'est le cas, à combien en estimez-vous la valeur? Et est-ce qu'on peut dans ce cas s'attendre à une éventuelle distribution exceptionnelle en 2023? Merci. Concernant les ouvertures, on va continuer, on va même accélérer, je l'ai dit, on va même accélérer le nombre d'ouvertures pour l'année 2023 sur les trois formats. Sur les trois formats, parce que les trois formats sont gagnants. On l'a vu cette année avec Atacado, mais on le voit déjà depuis quelques années pour Atacado, ou Carrefour pareil, Carrefour Market pareil. Des magasins qui vous font plus 10% pour Carrefour de croissance en périmètre constant, et plus 17 sur Atacado, c'est quand vous avez la chance d'avoir des formats qui fonctionnent comme ça, il n'y a qu'une chose à faire, ouvrir. Et c'est ce qu'on va faire. Parce que aussi,
La chance que nous avons, c'est que le secteur a un potentiel incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, le moderne reste encore le moderne est à 16% du commerce au Maroc. On est loin devant il y a des pays, le dernier des pays similaires, enfin qui ressemble au nôtre, il est plutôt autour de 30%. Donc voilà. Tunis c'est à 32. Nous, on est à 16. Donc on a les formats, on a le secteur qui le permet, il faut ouvrir, c'est ce que je dis aux équipes. Alors on me dit que vous avez dit un rythme agressif, vous avez utilisé. Moi je trouve pas, franchement, quand vous savez qu'en Espagne, aujourd'hui, en Espagne, si vous connaissez le Mercadona ouvre dans un pays mature, 101 magasins, et le 1 pour eux est important, 101 magasins chaque année. Donc franchement, nous à 30, je trouve pas ça agressif. Alors après, il y a la question sur les CAPEX. Ouais, les CAPEX, bien sûr, c'est la conséquence de notre plan d'ouverture. On a ouvert à peu près 19 magasins en 2022. On en ouvrira une trentaine en 2023, ce qu'on a vu. Nos CAPEX seront de l'ordre de 1,5 milliard de dirhams en 2023 pour pouvoir réaliser l'ensemble de nos ouvertures. Bien sûr, dans nos investissements, aujourd'hui, on a ces deux véhicules fonciers qui nous aident à porter l'investissement et le financement. Teramis en fait partie. Il n'est pas exclu que d'autres opérations soient réalisées entre la Bellevie et Teramis pour pouvoir utiliser ce véhicule au maximum. Mais la première fonctionnalité de Teramis et sa raison d'être, c'est d'accompagner le groupe dans son développement. Donc Teramis va se développer au-delà de ce que peut lui apporter la Bellevie, va se développer en accompagnant le plan de développement de la Bellevie. Sur les 30 ouvertures qu'on a sur 2023, une trentaine d'ouvertures, une bonne partie sera réalisée aussi avec Teramis, en tout cas je l'espère, ce qui permettra d'améliorer les actifs et la taille de Teramis et d'améliorer par ricochet les résultats de la Bellevie qui, elle, pourra distribuer des dividendes plus importants. Bonjour, je m'appelle Lima, je suis journaliste à Média 24. J'ai quelques questions concernant les perspectives 2023. Donc, je voudrais savoir pour le dispositif anti-inflation, est-ce qu'il y aura d'autres plans qui seront mis en place? Pour la transformation digitale, qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Et je voudrais poser une question qui n'a rien à voir avec les résultats d'aujourd'hui, mais l'annonce qui a été faite par Carrefour en France pour la sous-traitance de la Bellevie de quelques magasins ethniques en France. Donc, vu que vous en avez pas parlé, je voudrais savoir ce qu'il en est. Merci. Alors juste pour vous répondre sur le dispositif anti-inflation, ce que j'ai expliqué tout à l'heure va continuer puisqu'on a continué à le faire. Donc ce que je vous expliquais sur le prix des fruits et légumes et sur les prix imbattables. Par contre, on va rajouter encore d'autres choses. On est actuellement sur la période Chaban-Ramadan à hauteur dans ce qu'on appelle un flyer, c'est-à-dire une opération promotionnelle toutes les semaines puisqu'aujourd'hui les prix bougent beaucoup. Donc on essaye de suivre tout le temps le marché et d'essayer de le faire baisser. On parlait de la tomate, elle était à 6,95, puis 4,95, elle est à 4,50. Donc toutes les semaines on pousse. Donc c'est ce qui est en train de se faire. Et l'autre action, Nawel en a parlé un petit peu tout à l'heure, on est en train de lancer la fidélité sur Marrakech. Ça va être quelque chose qui va apporter aussi beaucoup de pouvoir d'achat à nos clients. Donc on a l'intention de la généraliser d'ici un mois et demi sur tout le Maroc. Et là, les clients pourront vraiment profiter et avoir justement des offres très intéressantes. Tu prends la transformation. Alors pour la transformation, le travail continue. Donc d'une façon conceptuelle, on a commencé pour avoir des projets qui touchent les équipes centrales. Et là, on commence à toucher le cœur du nucléaire. Donc on commence à toucher aussi les magasins et toute la partie opération, la partie logistique. L'idée est, on est trois choses. Première chose, c'est toujours se dire comment je vais connaître mieux mon client. Donc, tout ce qui est autour de la connaissance client
continue et c'est un chemin et c'est une montée en puissance en termes d'information. La deuxième chose qui est importante, comment fluidifier mon travail. Quand vous êtes un groupe de plus de 10 000 employés et que vous avez au moins 12 méga-fonctions et derrière il y a des sous-fonctions, savoir fluidifier le travail est très important. Donc nous avons une vraie stratégie de fluidifier et de rendre les équipes, je dirais, efficaces et très pertinentes et aussi productives. La troisième chose, c'est quand vous faites des métiers aussi rapides que le monde retail, vous avez besoin de travailler en multifonctionnel. Et donc tout le travail aussi, c'est les différents projets. C'est quand vous touchez un produit, il rentre dans la plateforme, il arrive dans le magasin. Mais derrière, il a une vie, il a tout un chemin. Et donc, cette notion de travail multifonctionnel et savoir un peu intégrer tous ces flux-là, produits, informations, je dirais marques, ou toutes les sorties et les entrées d'informations est très critique aujourd'hui pour s'assurer que finalement, on garde notre esprit de start-up. Donc, c'est important de garder qui nous sommes. Nous sommes une entreprise start-up qui a été créée par 2 fondateurs et qui garde son âme. Et donc, dans cette transformation, il y a aussi cette envie, je dirais cette stratégie très volontaire de s'assurer qu'on garde l'âme de start-up, l'agilité, l'efficacité, la productivité pour répondre. Donc, c'est un peu ça que porte tout le travail, je dirais, de la digitale. Et le client au centre, bien sûr, tout en travaillant nos socles. Parce que quand vous faites ça, c'est comme si vous avez une maison d'un étage et vous avez besoin d'avoir une maison de 7 étages. Est-ce que c'est les mêmes fondations? Est-ce que c'est les mêmes poutres? Non. Donc tout le travail aussi, c'est de se dire de quelle poutre j'ai besoin, de quelle fondation j'ai besoin pour tenir cette maison qui est en train de doubler de taille chaque 3-4 ans et tenir dans le temps justement et de projeter cette transformation comme le socle pour porter le groupe sur les 10 prochaines années. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et il y a aussi le fait que notre client marocain est devenu très, très exigeant. Et on l'a vu surtout pendant cette période qui vient de passer, cette période Covid. Franchement, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier et ça, il m'a surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il aille chercher de nouveaux modèles de consommation comme le e-commerce. Très vite, il s'est adapté. Aujourd'hui, sur la feed, on apporte c'est vrai qu'on a aussi la chance d'arriver sur des solutions digitales. Aujourd'hui, dernièrement, je veux dire, on n'a pas, finalement, en arrivant quelque part un peu en retard, ça nous a permis aussi d'arriver avec des solutions les plus évoluées. Notre solution feed est très évoluée, 100% digitale. Notre solution Bringo avec Personal Shopper que tu as expliqué tout à l'heure, c'est les meilleures solutions qui existent aujourd'hui sur le monde. Personal Shopper, pendant le Covid aux États-Unis, 65% du marché e-commerce dans l'alimentaire a été pris par les modèles avec Personal Shopper. Voilà, c'est aussi ça. Et puis, la digitalisation et la transformation nous permet énormément de mettre de l'intelligence dans la machine à travers la connaissance client, à travers la data. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a réussi avec nos hommes, nos femmes qui nous sont fidèles et qui ont de l'expertise. Mais bon, elle est là tant qu'ils sont là, j'espère, Inch'Allah, pour le plus longtemps, Inch'Allah, mais ça atteint ses limites. Il faut mettre de l'intelligence dans le système, c'est la data, c'est la digitalisation, et ça permet évidemment de beaucoup mieux connaître encore plus notre client. Et la clé, elle est dans cette connaissance client. Ah oui, oui, les hyper en France. Mais écoutez, d'abord, c'est pas le lieu d'en parler. Là, on parle de la Belleville. Les hyper sont pris en charge par notre holding retail holding. Nous, on intervient là-dessus. On va pas vous raconter des histoires. On est derrière avec le support, avec de l'assistance, de l'expertise, et on aide retail aussi dans une stratégie qui est que notre produit marocain aille en France, et c'est parti, et ça marche. On vient de démarrer, hein.
on va pas crier victoire, mais les premières, retombées sont très intéressantes. Et nous, franchement, on y croit. Riyad est là. Et c'est pas gratuit, c'est gratuit. Monsieur? Bonjour, Ali Halimi, Bourse News, Finance News. J'aurais aussi des questions sur les OPCI et sur le dividende. Aujourd'hui, avec le nouveau cadre fiscal des OPCI, est-ce que cela ne retarde-t-il pas votre stratégie là-dedans, sur les OPCI avec le nouveau cadre fiscal? Deuxièmement, comment vous faites vos arbitrages entre l'OPCI et Arade Capital? Comment vous faites pour sélectionner avec qui vous allez développer les projets? Je sais bien que Arade est une foncière, mais elle peut porter des OPCI. Et puis, dernière question sur le dividende. Aujourd'hui, le gros de vos investissements, vous arrivez à les faire porter à travers les OPCI, la foncière, etc. Est-ce que ce n'est pas le moment pour la belle vie pour passer à un nouveau palier de dividendes, de distribution de dividendes? Sur les niveaux actuels, vous êtes autour des rendements de 2%. Est-ce que ce n'est pas le moment de passer un peu à un nouveau cap en matière de dividendes? Merci. Deux premières questions. Merci Adil. Oui, c'est important et merci pour la question parce que ça nous permet de clarifier ce point. Il y a effectivement deux foncières dans le groupe. Il y a aujourd'hui Arade et il y a Teramis avec des typologies d'investissement un peu différentes. Arade est aujourd'hui spécialisé dans les grands projets, des centres commerciaux, des malls et des projets d'envergure où la composante alimentaire, hypermarché ou supermarché, ne représente pas plus de 40% du total, du revenu locatif. Teramis est spécialisé sur une autre catégorie d'actifs. C'est des actifs des fois monolocataires. C'est des actifs où en tout cas la composante alimentaire, essentiellement des supermarchés ou des hypermarchés, représente au-delà de 80% du revenu locatif global. Donc Arade, c'est une grosse structure avec beaucoup d'ingénierie qu'on peut apporter sur des projets qui nécessitent bien sûr une optimisation du rendement locatif plus important. L'OPCI n'a pas été créé uniquement pour bénéficier d'avantages fiscaux. Effectivement, nous avons vu ce qu'a instauré la loi de finances 2023. Nous allons essayer d'optimiser les aspects fiscaux du mieux qu'on peut. On attend encore les décrets d'application, mais l'aspect fiscal est un des composants ou un des motifs de création de Teramis. En tout cas, le plus important pour nous, c'est de pouvoir préserver nos équilibres financiers. Ça, c'était le premier objectif, c'est de pouvoir confier aussi ce véhicule. On n'est pas dans la gestion, mais ce véhicule est confié à des experts qui nous permettent aujourd'hui de valoriser notre patrimoine financier immobilier. On parlait de 19 sites qui appartenaient à la Belleville. Aujourd'hui, c'est 1,245 milliard de dirhams qui n'étaient peut-être pas visibles avant dans le bilan de la Belleville, mais maintenant elle devient visible à travers des titres de participation détenus sur Teramis. Et puis, meilleure aussi lisibilité de nos comptes. Quand on est sur une présentation avec peut-être deux activités dans le même bilan, on n'a pas toujours la facilité de lecture des performances de la distribution, qui est notre métier de base, qui est la distribution. Troisième question, c'était par rapport aux dividendes. On veut plus de dividendes. Nous, actionnaires aujourd'hui, nous aussi, on veut plus de dividendes. Écoute, on est encore en train de marcher sur deux pieds. Un pied actionnaire et un pied développement. Quand on investit encore 1,2 milliard, il faut bien sûr utiliser une partie de notre capacité d'autofinancement au développement. Et on est encore en train de développer et d'accélérer aussi notre rythme de développement. Il ne faut surtout pas oublier les actionnaires. En gros, si vous revenez aux dernières années, vous allez trouver qu'on distribue à peu près 50% de notre résultat consolidé qui va vers l'actionnaire et 50% qui est dédié au développement. C'est important aussi de rester sur des niveaux d'endettement bas, qui est aujourd'hui le cas, de réserver cet endettement à notre activité foncière et immobilière, d'utiliser aussi ces deux foncières de manière à financer les actifs qui viennent grâce à ce développement, et en même temps de distribuer 50% de nos résultats à nos actionnaires. Et on trouve ça aussi tout à fait normal. Merci beaucoup. Un bon équilibre. Bonjour, Dref NS, analyste financier chez Tigeri Global Research.
Aujourd'hui, avec l'ouverture de 19 magasins en 2022, on aimerait bien savoir la totalité de la surface des magasins en fin d'année. D'accord. D'accord. 250 000. D'accord. Merci. Bonsoir, c'est Liman Abdelkhalak, la Nouvelle Tribune. J'aurais juste une question sur la vente en ligne. Alors, ce que vous avez fait, les opérations que vous avez fait maintenant depuis quelques années avec Glovo, ça représente à peu près combien au niveau du pourcentage de vente? Et surtout, bon, la Bringo, c'est un peu trop récent clairement pour faire quelques bilans que ce soit, mais sur combien vous vous projetez à terme? Quel pourcentage des ventes? Et quel est le comportement du client dans ces applications? Quel est le pourcentage de paiement en ligne? Pour avoir quelles sont les informations sur le comportement digital de vos clients? Merci. Alors, merci. Je vais essayer de répondre différemment. C'est pas, ce qui est important, c'est pas le chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est de voir les KPI derrière le chiffre d'affaires. Nous sommes présents dans 29 villes. Nous avons un réseau de 115 magasins aujourd'hui en proximité. Et ce qui est important, c'est que ce client rentre dans le magasin ou commande de chez lui, il a quelque part ce service dans sa zone de chalandise. Donc, c'était un peu ça, je dirais, tout l'état d'esprit qu'on a mis en place pour le e-Express. On a voulu donner à n'importe quel client aujourd'hui Carrefour un service finalement chez lui, à 30 minutes de chez lui. En passant la commande et en livrant, il y a 30 minutes. Donc, ce qui est à retenir, c'est 29. Ce qui est à retenir, c'est aujourd'hui, en termes de KPI, si je prends le nombre de commandes, je prends le nombre de commandes complètes, je trouve aujourd'hui le taux de pénétration de ce type d'activité dans notre business, il est conséquent. Après, on reste dans un petit monde de e-commerce. E-commerce, moins de 2% sur l'alimentation. On fait quand même plus de 150 commandes par magasin. Beaucoup plus, ouais. Même plus que ça. Ouais. Donc, pas mal, hein, sur 115 magasins. 115 magasins. Après, pas les 115 sont concernés par le Glovo, mais ce qui est important, c'est qu'on a une capillarité par ville. Je peux arriver à Casablanca, nous avons 60 magasins. J'ai 12 ou 13 magasins qui me permettent de couvrir toutes les zones de chalandise de la ville. Je partirai à Tanger, je ferai la même chose, à Marrakech, etc. Ce qui est important, c'est le 29 000 à retenir. Ce qui est important, c'est que c'est un chiffre qui pratiquement double en nombre de commandes chaque pratiquement 6 mois. Et ce qui est important quand je prends ce magasin-là, qu'est-ce qu'il gagne derrière? Il gagne à connaître mieux son client parce qu'il a compris un peu les différents produits qu'il a vendus sur ce type de business. Et Bringo aussi nous apporte cette connaissance pour mieux servir, mieux avoir ces produits disponibles, mieux les mettre en valeur et continuer ce chemin de connaissance client. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. En chiffre d'affaires, ça va être vraiment pas très représentatif. Si je prends Bringo, le chemin prend, ça réagit de la même façon. Donc on est en train de voir sur 100 clients, il y a pratiquement 50% qui reviennent et qui recommandent, donc ça veut dire qu'ils sont satisfaits. On est en train de voir la demande sur d'autres zones de chalandise, donc on est en train de prendre le chemin. Mais pour nous, il y a eu quelque chose de très important sur ce développement de e-commerce, c'est avant tout, c'est un service. Derrière, c'est une fraîcheur, derrière, c'est une qualité, derrière, c'est une relation client. Et donc pour nous, on a passé beaucoup de temps à mettre ça en place et on n'est pas du tout dans chercher la pénétration ou chercher le plus grand chiffre d'affaires, mais n'importe quel client dans la base de données Carrefour, il a envie d'être servi chez lui, il peut se connecter et être servi chez lui. Donc c'est ça un peu l'état d'esprit de e-commerce. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et ce qui est, quand on est parti là-dessus, parmi les non négociables qu'on a mis sur la table, c'est que le service qu'on donne à notre client dans le magasin physique, on doit retrouver au minimum le même. Si c'est pas mieux. Jamais le dégrader, parce que c'est du e-commerce, on va dégrader le service. Ça, non. Service, qualité et fraîcheur. Donc c'est l'état d'esprit de l'omnicanalité qu'on développe à travers ce volet e-commerce. Il y a une autre question de cette dame qui était à côté. Allez-y, madame. C'est Zimbelfrey Valoris Management. Donc juste dans ce contexte inflationniste, comment est-ce que le format Supeco s'est comporté? Donc quelle a été la performance? Je pense que vous avez parlé de Ataqaddao qui a été le principal driver, on va dire, des ventes et de l'activité en général. Et le format Supeco, je sais que c'est un petit format, mais comment il s'est comporté, on va dire, dans ce contexte d'inflation? Très bien.
Très bien, parce que Supeco est très prix. C'est que le prix. Il y a une seule promesse, c'est le prix. Et comme il a le prix le plus bas, donc très bas, donc ça, il répond bien. Et donc, par rapport aux ouvertures que vous prévoyez pour 2023, il y aura aussi des ouvertures en Supeco? Alors la vérité, c'est on se tâte encore, parce qu'il répond bien. On sent qu'on tient quelque chose. Mais compte tenu du fait qu'on est en pleine inflation, on souhaite pas accélérer pour l'instant, plutôt rajouter à petite dose les magasins, faire les réglages nécessaires, continuer à faire les réglages. Merci. Monsieur. Donc encore 2-3 questions si vous voulez bien. Merci. Ouais, merci. Si vous permettez, j'aurais 3 ou 4 questions. Alors, à propos d'inflation, oui, Hicham Sedeni, BMC Capital Global Research. Alors, parce que vous parlez beaucoup d'inflation et vous aviez dit que vous aviez investi 100 millions de dirhams dans vos efforts de soutien des prix. Finalement, quel a été le coût pour vous? Si vous n'aviez pas fait ce soutien de prix, quel aurait été votre chiffre d'affaires finalement? Qu'est-ce que ça vous a coûté? Ça nous a coûté la marge. En fait, on a vendu au prix de revient. Produit. Donc c'est uniquement les 100 millions de dirhams ou c'est beaucoup plus que ça? C'est 100 millions, c'est quand même pas mal. Hein. C'est difficile de ça. Le montage qu'on a fait, c'est que on a construit un panier sur les produits quotidiens, frais, dans le marché, qui augmentaient les œufs, le beurre, les tomates, batatas, etc. Et on les a mis au prix de revient. Et ce qu'on a récupéré derrière, c'est beaucoup de fréquentation. Donc on est rentré dans un truc très vertueux finalement. Beaucoup de fréquentation. Certes, le panier a baissé, mais beaucoup de fréquentation et beaucoup plus. Donc du coup, on a récupéré en fréquentation et finalement au volume. Là, on fait plus de volume. Notre croissance est faite plus de volume que de prix. C'est très important à signaler. Que ce soit sur Atacado, que ce soit sur l'hyper. Un peu moins sur le super, la vérité. Mais au global, plus de volume, l'effet volume est plus important que l'effet prix. Très bien. Merci. Alors, ma deuxième question revient sur la politique d'ouverture. C'est vrai qu'il y a encore du potentiel, mais des fois, on voit qu'il y a des carrefours market qui se chevauchent, qui sont tout près dans des quartiers, et on se demande si ça marche. Moi, sur un quartier où je travaille, il y a au moins trois points de vente qui sont peut-être même pas à 100 mètres mais avec des profils différents, parce que l'un est en vert, l'autre est en rouge. Il y a aussi peut-être une différenciation à clarifier pour le consommateur, parce qu'on ne sait pas véritablement quand on va dans le carrefour vert, que vend le carrefour vert, le carrefour rouge aussi, qu'est-ce qu'il vend, mais ils sont vraiment dans un rayon extrêmement proche. On se dit, est-ce que quelque part ils ne se cannibalisent pas entre eux? Ça arrive qu'il y ait cannibalisation. On ne va pas dire le contraire. Maintenant, vous savez, des fois, 50 mètres entre un magasin et un autre magasin et zéro cannibalisation. En fait, ça dépend des flux clients. Et ça, c'est une forme d'expertise et les études qui le montrent. Maintenant, vous vous posez la question, est-ce que ça marche? Ben, ça marche, vous avez vu les résultats. Alhamdoulilah. 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 Et maintenant, très bonne question sur les différents formats, modèles, qu'un Carrefour Express, c'est plutôt, comme son nom l'indique, c'est l'Express. Donc l'assortiment est un peu court. Même le circuit. Vas-y. Toi, tu peux. Ouais. Oui, en fait, si vous avez une note, vous parlez du rouge, etc., et du vert. En fait, si vous faites, ce qu'on était en train d'essayer de faire, c'est vraiment de se rapprocher des clients et de leur donner l'expérience qu'ils veulent,
suivant aussi le local que l'on a. Donc, quand on va être sur du l'express, on va être sur des petites surfaces qui vont être la surface de proximité. Vous allez avoir un circuit court, donc un circuit pour faire vos courses vite fait. Vous allez pouvoir avoir un circuit un peu plus long pour aller quand même chercher des produits de détergent ou des produits de placard, mais vous n'allez pas avoir le même choix que quand vous allez aller dans un Carrefour Market rouge, si vous voulez, où là vous allez avoir une expérience avec des vrais beaux stands, avec du fromage, avec de la charcuterie, de la boucherie, etc. Il y a un vrai parcours client. Donc et une offre plus riche. Donc et vous avez aussi le cluster, vous pouvez peut-être l'appeler marron, si vous voulez, du Carrefour Market gourmet, ou même ce que nous appelons chez nous le premium, où sur là, on va travailler vraiment l'excellence au niveau de l'offre et peut-être des produits un peu plus de niche, et on va travailler beaucoup le service, etc. Donc, on essaie de faire une vraie différence entre nos différentes clientèles. Merci. Alors, j'aimerais revenir vers les investissements. Quand vous parlez de CAPEX, c'est le CAPEX de la Bellevie ou le CAPEX du groupe en intégrant aussi le foncier porté par Teramis et par les 1,2 milliard. C'est uniquement... C'est bien entendu que du CAPEX la Bellevie. Alors, les 1,5 milliard de 2023, comment seront-ils financés entre cash flow et endettement? Les résultats financent une grande partie de nos investissements aujourd'hui. Vous le voyez, on a un niveau de cash flow qui aujourd'hui peut couvrir les 3/4 de nos investissements et c'est le but aujourd'hui. On a plusieurs leviers autres de financement, en dehors de la dette, parce que notre souhait aujourd'hui, c'est de continuer ce trend baissier de notre taux d'endettement. Et on va le continuer. On calibre notre développement et notre expansion aussi à travers notre capacité aujourd'hui de financement. Et dans le cadre aussi de cet objectif de maintenir un trend baissier de notre taux d'endettement et un trend haussier de nos résultats financiers. Nos financements proviennent essentiellement de la capacité d'autofinancement, proviennent du BFR, parce qu'une augmentation des volumes d'activité en maintenant un BFR à des niveaux normatifs par rapport aux ventes, ça fait de la trésorerie en plus. Et on a aujourd'hui des leviers très importants de financement qui peuvent se faire à travers nos participations, que ce soit dans Aradé ou dans Teramis. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin, mais on a cette possibilité et cette chance d'avoir des titres liquides dans notre portefeuille qu'on peut utiliser pour compléter un financement. Très bien. Très important aussi, c'est Hicham parce que vous me tendez la perche, les entités Aradé et Teramis aujourd'hui ne font pas partie du périmètre de consolidation, c'est des entités qui sont contrôlées par des asset managers indépendants et par ce fait-là, ils sont complètement en dehors du périmètre de consolidation de la Bellevie. Donc les chiffres qu'on voit, c'est des chiffres distribution à la Bellevie. D'accord. Merci. Alors, dernière question si vous permettez. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur, je dirais, la part aujourd'hui, enfin en 2022, la part que représentent les ventes des produits alcoolisés dans le chiffre d'affaires global, et comment est-ce qu'elles ont évolué aussi en pourcentage, enfin en marge? Écoutez, c'est une très mauvaise année, alcool, cette année qu'on a connue. Donc, l'alcool ne nous a pas aidé, au contraire. Il a dégradé notre chiffre d'affaires et même la marge. Maintenant, qu'est-ce que ça représente? On est autour de 10, 12, 10% de part de chiffre d'affaires. Merci. Merci. Merci, au revoir. Donc on arrête là. Merci pour vos questions.